Bonjour, épisode 2. Alors, je vous rappelle le contexte. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet de la personnalité financière et de ses conséquences sur la relation de couple. C'est un sujet que j'ai trouvé de suite passionnant, non seulement parce que j'en avais jamais entendu parler, mais aussi parce que moi qui ai la chance de vivre une relation de couple harmonieuse, cela m'a permis de me rendre compte qu'il y avait, malgré tout, entre Franck et moi, des sujets d'argent qu'il était plus difficile à aborder que d'autres. En m'intéressant à ce sujet, j'ai pu identifier que, même au sein de notre relation, nous avions par exemple choisi d'éviter certains sujets plutôt que de nous confronter à nos différents points de vue. Comme si c'était des sujets pas tellement importants, on laissait ça de côté et puis on passait à autre chose. Mais ce que j'ai pu comprendre en creusant l'histoire de cette personnalité financière et de l'influence que ça peut avoir sur la relation de couple, eh bien, je me suis rendu compte que ce type de comportement pouvait fragiliser n'importe quelle relation, même la nôtre. En fait, il suffit d'être confronté à une situation particulière, comme la perte d'un des deux salaires, ou l'achat d'une maison, ou la décision d'investir à deux en prenant un crédit sur du long terme. Des décisions qui viennent comme ça percuter de plein fouet notre relation à l'argent. Eh bien, il suffit d'être confronté à ce type de situation particulière pour que les divergences entre des personnalités financières différentes se transforment en crise du couple. C'est le sujet de cet épisode 2. Lors de l'épisode précédent, que je vous invite à découvrir en cliquant sur le lien, j'ai laissé Eric dans une situation difficile. Eric devait annoncer à sa compagne Pauline qu'il leur restait 2 semaines pour déménager, quitter leur appartement. Et tout ça à cause de sa négligence. Pauline est au travail lorsqu'elle répond à Eric sur son téléphone portable. Sa mine est grave et elle écoute Eric intensément. Il se passe un long moment pendant lequel rien ne se dit. L'épaisseur de ce silence est palpable. Un mur épais de silence sépare Pauline et Eric. Pauline peut facilement imaginer l'état de décomposition dans lequel se trouve Eric, combien il s'en veut et combien il a peur de la perdre, parce que elle peut très facilement imaginer que c'est ce qui l'anime en ce moment. Mais elle ne dit rien. Et en fait, à ce moment précis, elle n'a aucune envie de se mettre à la place de Eric, et elle ne le fera pas. Pour tout vous dire, Pauline est partagée entre une immense colère et une forme de jubilation, mais plutôt une jubilation du type je m'en doutais, c'était évident. Nous avons donc des faits qui décrivent froidement la situation et 2 protagonistes animés par des émotions très différentes. Pourquoi Pauline est-elle animée par des émotions aussi différentes de celles de Eric ? Tout simplement parce que, pour elle, cette situation, c'est le résultat d'une catastrophe annoncée depuis de nombreux mois. En fait, depuis la réception de la première lettre du notaire, 6 mois auparavant. Elle qui ne passe pas une matinée sans vérifier ses comptes, elle a d'ailleurs trouvé une super application qui lui permet d'avoir en un clin d'œil un schéma de la répartition de tous ses comptes sur son téléphone et l'information en temps réel de ses avoirs. Application ultra sécurisée, bien entendu. Le rêve pour Pauline. Alors, combien de fois ces derniers mois a-t-elle demandé à Eric de prendre rendez-vous avec son banquier pour pouvoir signer ce satané document ? Ce qui leur aurait permis à tous les deux, à moins de 30 ans, de devenir propriétaires de leur appartement à un prix dérisoire ? Elle ne saurait le dire. Combien de fois l'a-t-elle mise en garde sur son côté nonchalant dès qu'il s'agit de gérer ses comptes ? Combien de fois l'a-t-elle averti que s'il ne changeait pas d'attitude vis-à-vis de ce document, l'appartement allait leur passer sous le nez ? Combien de fois lui a-t-elle glissé qu'ils avaient là une opportunité à saisir et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper à sa place car c'est sa signature à lui qui lui permettait de maintenir le prix aussi bas. Et puis surtout pour Pauline, l'achat de ce premier appartement à tous les deux, elle le vit comme un engagement aussi fort que de passer devant monsieur le maire pour se marier. C'est une preuve de confiance pour elle, une façon à tous les deux de passer un cap,
un véritable engagement pour une vie à deux. Et selon le point de vue de Pauline, c'est une façon pour Eric de lui dire combien il tient à elle, en s'engageant à signer ce prêt parce qu'ainsi, ils seront à l'abri, elle et leur futur enfant. Pour Pauline, au-delà de l'appartement, c'est la possibilité de rêver à leur avenir de couple et à leur avenir en tant que famille qui est en jeu. Ce n'est pas rien. Or, la nonchalance de Eric vis-à-vis de ses rêves, Pauline ne peut pas la vivre autrement que comme une trahison. Bien sûr, elle le connaît, bien sûr, elle sait qu'il a tendance à procrastiner dès qu'il s'agit de s'occuper des comptes et de l'argent et des papiers. Mais comment construire sa vie avec un homme qui n'est même pas capable de saisir une affaire comme celle-là? Dans la relation que Pauline entretient à l'argent, il lui est impossible de laisser filer une opportunité d'acheter presque à moitié prix un appartement qu'il sera possible de léguer à leurs enfants. C'est pour elle absolument inconcevable. La réflexion de Pauline peut aller très loin du type « Mais il faut vraiment être le roi des idiots pour faire ça. Comment est-ce que je peux encore être amoureuse d'un gars tellement immature qu'il est incapable de prendre 1 heure de son temps pour aller voir son banquier pour signer des documents ?» Eric et Pauline ont 2 personnalités financières très différentes. Cela implique que la relation qu'ils entretiennent chacun de leur côté vis-à-vis de la place de l'argent dans leur vie n'est pas la même. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas vivre cette situation de la même façon. Et d'ailleurs, plus tard, ils ne la raconteront jamais de la même façon. Pauline est un profil de type prudent. Alors, vous vous rappelez, j'ai laissé Pauline au téléphone avec Eric. Je vous ai dit que Pauline était partagée entre colère et jubilation. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Parce que c'est en lien avec son profil de type prudent. La colère, c'est à cause de l'attitude négligente de Eric vis-à-vis de ce bout de papier qu'il n'avait qu'à signer et à renvoyer dans les temps. Parce que dans la relation que Pauline entretient avec l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement naturel pour elle que de passer son temps à contrôler, à vérifier, de manière à savoir exactement où elle en est au niveau de ses comptes. Et à partir de là, tout ce qui est en lien avec le contrôle et la connaissance qu'elle peut avoir à l'instant T de ses comptes et de ses possibilités d'épargne, elle va le faire avec beaucoup de naturel, beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité. Le plaisir, la jubilation dont je vous ai parlé, c'est parce que Pauline connaît tellement bien Eric qu'en fait elle a fait en sorte de prendre soin de son besoin de ne pas perdre le contrôle de la situation. Elle s'est donc organisée, comme elle sait bien le faire, pour trouver une solution et racheter l'appartement au même prix. Et en fait, il lui a suffi d'appeler le propriétaire, qui la connaît très bien, parce que depuis qu'ils sont ensemble avec Eric, le propriétaire n'a jamais eu à relancer pour recevoir les loyers de l'appartement, ce qui n'était pas le cas au préalable. Mais Pauline, elle a aussi voulu voir jusqu'où Eric pouvait être négligent pour pouvoir quelque part anticiper et contrôler les conséquences vis-à-vis de leur futur à deux. C'est quelque chose de très particulier, ce que je suis en train de vous dire. Parce que dans cette situation, Pauline a pris soin de son besoin de contrôle. Mais en choisissant de faire ça, elle a eu un comportement grave de ce que je vais appeler d'infidélité financière. Comment Eric peut-il le vivre? Comment pourrait-il lui pardonner à son tour? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment cette histoire résonne en vous. Quelle émotion vous avez pu percevoir? Est-ce que ça vous a touché? Ou est-ce que c'est tellement absurde et inimaginable que ça perd tout intérêt? Est-ce que cette situation vous rappelle une situation familiale ou amicale que vous avez déjà vécue ou dont vous avez déjà entendu parler? Quel jugement vous portez vis-à-vis de Pauline? Est-ce que vous pouvez la comprendre ou est-ce que vous la jugez durement? Je vous invite à partager et à commenter sur le groupe Facebook que j'ai créé et dans lequel je vous répondrai personnellement. Je vous dis à bientôt.